Bonjour, bienvenue pour cette petite académie qui va traiter des légendes japonaises. Je vais vous présenter 3 whiskies japonais et quel meilleur endroit que le Golden Promise Whisky Bar. Et nous sommes plus particulièrement dans ce qu'on appelle la Japanese Room, le salon japonais dans lequel on regroupe beaucoup de bouteilles de légendes mythiques du distillat nippon. Alors, je suis Salvatore Malino, la maison du whisky, et j'ai la chance justement d'officier dans cet espace. Je vais commencer par vous parler par Hanyu. Alors, le premier embouteillage d'Hanyu, donc un 15 ans, qu'on appelle le Final Vintage. Alors, pourquoi Final Vintage? Parce que c'est un 15 ans, mais qui a été distillé en 2000, et l'année 2000 a été tout simplement la dernière année opérationnelle de la distillerie Hanyu, et d'où le terme de Final Vintage. On n'est pas sur un brut de fût, c'était réduit à 46,5 degrés. On est sur ce qu'on appelle un batch, c'est-à-dire une cuvée, une petite cuvée. On n'est pas sur un seul fût, mais qui va être très révélateur du style de la distillerie. Donc on est sur quelque chose qui va évoquer un peu le côté animal. Alors il y a beaucoup plus animal et beaucoup plus fumé, tourbé que cela chez Hanyu, mais là je trouve que c'est vraiment une bouteille qui résume assez bien le profil. Alors Hanyu, c'est une distillerie qui a vu le jour en 1946. En fait, la compagnie Towa Shuzo s'est formée en 1941 et en 1946, il commence à distiller. Alors, pas du whisky, il faudra attendre l'année 1983 pour voir une production, on va dire, constante, régulière de whisky. Towa Shuzo, ils sont plutôt spécialisés sur le shochu, qui est l'autre alcool national japonais avec le saké. Simplement, le shochu est un alcool de riz ou de patates douces, enfin, de céréales comme l'orge aussi, mais distillé. Qui n'est pas vieilli généralement. Donc Towa Shuzo, ils vont venir sur le whisky avec justement l'explosion de la consommation au Japon du whisky japonais qui débute justement dans les années 80. Le whisky japonais a vraiment franchi une autre dimension. Il faut savoir que à cette époque-là, on vendait des caisses et des caisses de blend dans les quantités sur un seul pays, les quantités qui pouvaient être comparables aux caisses que vendait Johnnie Walker dans le monde. Donc c'est pas rien, quoi. C'était vraiment l'alcool de prédilection de l'époque. Et donc, beaucoup de distilleries d'ailleurs, à l'instar de Hanyu, vont se mettre, alors je ne parle pas des grandes maisons comme Suntory ou Nikka qui déjà, eux, faisaient du whisky depuis longtemps, mais beaucoup de petites maisons comme ça vont passer de la production d'alcools nationaux au whisky. Et pour la petite histoire, le monsieur qui va être le distillateur, mais aussi le patron de la distillerie, sera monsieur Akuto, Tsuji Akuto. C'est un nom qui doit vous parler parce qu'aujourd'hui, un autre Akuto, depuis quelques années, s'est imposé dans le monde du whisky japonais, c'est Ichiro Akuto, qui n'est autre que le petit-fils, en fait, de monsieur Akuto, qui officiait à Hanyu. Et on commence à faire du whisky, mais attention, le whisky au Japon, c'était pas forcément tout ce qui était de hautement qualitatif. Mais là, on s'est appliqué et on a commencé à faire du single malt. Alors, chez Hanyu, c'était épisodique, ce n'était pas une production régulière. Mais il faut savoir que autant dans les années 80, au début des années 80, le whisky était à son sommet au Japon, et autant quelques années après, entre l'explosion de la bulle économique, entre autres, et puis une histoire de génération où les nouvelles générations des Japonais se sont tournées vers d'autres alcools plutôt que le whisky, pour ne pas faire tout simplement comme leurs parents ou leurs grands-parents, dès les années 90, le whisky au Japon a amorcé un déclin, et il faut savoir que ça ne s'est pas arrêté jusqu'aux années 2000, et aux années 2000, le nombre de distilleries ont fermé, dont justement Hanyu, et même les grandes maisons de whisky japonais que sont Suntory et Nikka faisaient tourner leur distillerie au ralenti, voire en veille, parce qu'on avait cumulé tellement de stocks et qu'on ne savait plus quoi en faire. Donc c'était vraiment, autant l'ascension a été fulgurante, mais le déclin l'a été aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de whisky, on a encore beaucoup de problèmes à trouver les stocks, parce que échaudés par cette période néfaste, les Japonais continuent encore aujourd'hui à faire une production
très mesurés. Hein, ça les a vraiment traumatisés. On va revenir à Hanyu, donc. Particularité, on est sur whisky qui est assez lourd, assez animal, qui s'est assagi après, attention, parce qu'il fallait quand même que ça aille, que ça puisse se caler au goût des Japonais, hein, qui préféraient quelque chose de beaucoup plus rond. Il faudra attendre en fait la fin des années 90 pour avoir un embouteillage plutôt régulier, qu'on appelait à l'époque le Golden Horse, le cheval d'or, Golden Horse Chichibu. Alors attention à ne pas confondre avec ce nom, parce que Chichibu, aujourd'hui, c'est une autre distillerie. Je vous parlais tout à l'heure du petit-fils Sakuto, Ichiro, qui a créé en 2008, donc qui a fondé la distillerie Chichibu. Donc on ne confond pas. 99, Golden Horse Chichibu, qui faisait tout simplement référence à la localité, à la rivière. Et 2008, le Chichibu, le nom de la distillerie, qui n'a rien à voir avec Hanyu. Alors, pourquoi c'est une légende? Eh bien, comme souvent, il faut attendre que les distilleries, ou c'est comme les peintres un peu, qu'on rende l'âme pour pouvoir s'y intéresser. Il faut savoir que Towa Shuzo, du coup, après 2000, a fermé la distillerie et s'est recentré sur la production première de shochu et voulait se débarrasser des fûts restants. Alors on n'a pas le nombre exact, mais il fallait compter à peu près 400 fûts qui restaient de single malt à la distillerie. Et il voulait s'en débarrasser, soit en les redistillant pour les incorporer au shochu, soit tout simplement en les vidant dans les caniveaux. Et là, on revient sur Ichiro Hakuto, le petit-fils, qui veut sauver ce patrimoine, qui veut quand même préserver ce qui restait de son grand-père, et il va tout faire, il va frapper à toutes les portes, les banques, les amis, pour récolter des fonds et pouvoir racheter à Towa Shuzo le stock restant de Hanyu. Finalement, il y arrivera, non sans mal, et puis ces fûts seront entreposés dans une autre distillerie en attendant de pouvoir les vendre. Alors justement, ça tombe bien, on est en 2004, il crée sa compagnie qui est Venture Whisky et il a déjà en tête de faire, alors contre toute attente, hein, je vous le rappelle, on est en pleine crise du whisky japonais, mais Ichiro a déjà en tête d'ouvrir une petite distillerie. Donc pour ouvrir une distillerie, il faut des fonds. Ces fonds vont être apportés par la vente partielle, épisodique, des single malt de Hanyu. Il va les embouteiller pratiquement tous, au fût par fût, avec des recadrages. Hein. Rappelez-vous, je lui disais que le whisky qui sortait de cette distillerie n'était pas toujours hautement qualitatif, donc il a fait des vieillissements complémentaires, et ça a donné lieu à une autre légende. Je crois même que c'est ce qui a porté la distillerie Hanyu à ce statut mythique. Il a commencé à créer la série des cartes. En fait, il vendait pratiquement au porte-à-porte à tous les bartenders japonais. Il faut savoir qu'au Japon, les bars à whisky se comptent par plusieurs centaines, si ce n'est milliers. Et donc, il vendait du whisky écossais. Et il allait voir tous ces bartenders en essayant de leur vendre ces bouteilles de Hanyu. Alors, on regardait un peu sceptique parce que la distillerie ne parlait à personne, pour ainsi dire. Et puis, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'identité. Et c'est l'un des amis d'Ichiro Hakuto qui lui donne l'idée, qui était amateur de cartes, de jeux de cartes, de figurer chaque embouteillage avec des cartes. Comme cela, au moins, on se rappelle, si on ne se rappelle pas de l'année, du numéro de fût, on va retenir la carte qui nous aura marqué. Et donc, il va les embouteiller par période, tout au long des années, on est là sur la deuxième partie des années 2000-2010, et au fur et à mesure, par lot de 4, et ainsi de suite, il va bâtir cette série de 54 cartes qui sera couronnée jusqu'au 2013, si la mémoire est bonne, par les 2 dernières cartes qui figureront les jokers, un en noir et blanc, qui sera un single casque, d'ailleurs en Mizuhara, le fameux chêne japonais, et là en couleur, ce qu'on appelle donc les jokers monochromes et jokers polychromes,
qui, lui, va être la synthèse un peu de la carrière de Hanyu avec des millésimes différents. Donc, on va partir sur les années 80 jusqu'au dernier millésime. Et ça va vraiment asseoir la légende de la distillerie. Ces cartes-là, aujourd'hui, tout le monde recherche la série complète. Elles se vendent sur les enchères à des prix mirobolants. On a dépassé déjà le $1,5 million. On s'en vers les 2 millions pour l'intégralité des cartes. Il en reste très très peu aujourd'hui de séries complètes. Et autant dire de quoi alimenter encore plus cette légende. Donc voilà pour Hanyu. C'est pas la plus brillante des distilleries, mais en tout cas, encore une fois, son histoire et du fait de l'ingéniosité du descendant à couteau a apporté l'intérêt du monde entier sur cette distillerie. Alors, je vous disais pas seulement passé, parce que aujourd'hui, Towa Shuzo a décidé de reconstruire. La distillerie a été rasée, a été détruite en 2004, mais de reconstruire sur site une nouvelle distillerie qui portera le nom de Hanyu. Voilà donc pour ce premier embouteillage. On va passer à une autre légende, alors peut-être pour beaucoup d'amateurs, la légende du whisky japonais, qui est Karuizawa, une distillerie. Alors Karuizawa, elle a connu le même destin, en tout cas en termes de période de fermeture, que Hanyu. Karuizawa est une distillerie qui a vu le jour en 1956, en fait elle a été construite en 1955, et le premier distillat a coulé dès le début de l'année 56 et a fermé en 2000 pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué pour Hanyu, c'est-à-dire une baisse du consommation de whisky au Japon de manière dramatique, et donc Karuizawa faisait partie d'une de ces distilleries qui a mis la clé sous la porte. Alors, c'est assez incroyable d'ailleurs parce que Karuizawa a quand même une histoire qui est assez incompréhensible. Elle a ouvert en 1956, donc a commencé à produire du whisky. Ses propriétaires à l'époque étaient les amateurs de whisky. D'ailleurs, on avait même le nom de Macallan en tête. Et en fait, il s'agissait de faire un whisky aussi qualitatif que Macallan. Donc, on s'est donné tous les moyens. Vieillissement en fût de sherry. Il faut savoir que 90% des fûts utilisés par Karuizawa étaient des fûts de RRS, de sherry, qu'on achetait d'ailleurs même, qu'on rachetait à des distilleries spéciales, Macallan, Linkwood, Longmorn. C'est des noms qu'on pouvait voir sur les têtes de fûts quand on visitait la distillerie. Et puis, en 1958, c'est quand même la première distillerie au Japon à utiliser de l'orge écossaise. Donc, ils importent de l'orge écossaise. Avec ce souci vraiment d'avoir quelque chose de qualitatif. En 1964, on fait toujours plus fort, et là, bon, le clin d'œil est facile vu l'endroit où je me trouve. Karuizawa est la distillerie qui ne va acheter que du Golden Promise, cette orge hautement qualitative qui dans les années 60 était utilisée par les grandes maisons écossaises, une orge qui certes avait un faible rendement en termes d'alcool, en termes de production à l'hectare, mais qui conférait un goût sans pareil pour le whisky. Donc, ils ont vraiment focalisé là-dessus. Et là aussi, un des faits d'armes de la distillerie, c'est quand même que dans les années 70, à la fin des années 70, alors, Karuizawa, comme beaucoup de whisky, que ce soit au Japon, en Écosse, n'importe où, ça partait dans les assemblages. Et c'est là qu'on commence à avoir quelque chose d'incompréhensif, parce que le whisky, lui, est qualitatif, tous les moyens sont faits pour avoir un whisky qualité, mais va aller dans des assemblages assez obscurs, qui appartiennent à la distillerie, qui appartiennent au groupe, et on se dit, mais pourquoi avoir fait tout ça pour finalement mélanger à d'autres alcools moins qualitatifs et avoir quelque chose de assez banal finalement. Mais dans les années 70, en 1976 particulièrement, Karuizawa va lancer un single malt. Et attention, c'est juste le premier single malt lancé au Japon, le premier single malt japonais lancé au Japon. Mais on n'en fera pas grand bruit, ils ne feront pas de publicité. C'est ça encore qui est assez contradictoire avec Karuizawa. Ils sortent 10 000 bouteilles par an. Il faut savoir que la distillerie se trouve sur le mont Asama, on est à 800 mètres d'altitude. Le mont Asama, c'est un volcan qui fait à peu près un peu moins de 3000 mètres, un volcan actif. Mais dans la région est très prisée par les Japonais, par les Tokyoïtes notamment, pour l'air, depuis longtemps Karuizawa était un lieu
un peu comme, pas pour les eaux thermales, mais pour l'air, pour toutes les personnes qui avaient des problèmes respiratoires. Et c'est devenu aussi un lieu de villégiature. L'empereur, d'ailleurs, lui-même, avait une maison là-bas, on y a bâti, il y avait des cours de tennis, enfin c'était vraiment un peu l'endroit, le nec le plus ultra. Et justement, comme l'empereur y allait, eh bien, il a goûté ce single malt. Et il a apprécié et il se faisait livrer des caisses. N'importe qui, dans ce contexte, aurait fait grand bruit et grande publicité. Voilà le whisky goûté et apprécié par l'empereur. Eh bien, les propriétaires de Karuizawa, non. C'est passé à l'as. On se dit, mais comment on peut être aussi discret lorsqu'on a un client aussi premium? Imaginez un peu. Voilà, ça c'est l'une des nombreuses contradictions de l'histoire de la distillerie. Et puis finalement, donc, on se dirige peu à peu vers les années 90, qui sont donc les années obscures pour le whisky japonais. Et en 2000, la distillerie fermera. Elle comptera 3 employés, alors qu'au plus fort de son activité, on était sur une 50aine d'employés. 3 employés qui seront là pour entretenir les locaux. Il y avait une boutique, on vendait des bouteilles, voilà. Et puis la distillerie était fermée. Elle a été fermée, elle a été rachetée en 2007 par le géant de l'alcool japonais qui est Kirin. Alors Kirin, c'est très connu pour les bières. Ils ont également une distillerie qui est, aujourd'hui elle s'appelle Mont Fuji, mais c'est Fuji Gotemba. Et Kirin en fait a racheté la compagnie, mais pas vraiment intéressé par le whisky puisqu'ils avaient déjà du whisky, plutôt par le vin, parce que Karuizawa, c'est aussi un endroit où on fabrique du vin. D'ailleurs, les anciens propriétaires, Merchian, de Karuizawa, étaient spécialisés également, produisaient du vin. Donc, le whisky, donc ça les intéressait pas, donc ils ont fermé la distillerie. Et en 2007, en fait, il faut l'arrivée d'un certain Martin Muller, qui était à l'époque l'éditeur de Whisky Magazine pour le Royaume-Uni, et David Kroll, qui était lui implanté au Japon et qui avait déjà un commerce d'importation d'alcool japonais. Eux veulent ni plus ni moins racheter la distillerie à Kirin parce que ils savent qu'ils ont mis la main sur quelque chose, sur un véritable trésor. Kirin refuse, et en fait, des tractations, il faudra attendre 4 ans pour que finalement Kirin accepte de vendre tout le stock, non pas la distillerie, mais tout le stock de Karuizawa. Monsieur Kroll et Monsieur Miller ont une société qui s'appelle Number One Drinks, et ça va être là le début où le whisky Karuizawa va arriver sur l'Europe. Alors déjà en 2007-2008, Number One Drinks importait du Karuizawa à la maison du whisky. On a eu les premières bouteilles d'ailleurs en 2007, si mes souvenirs sont bons, que les gens regardaient un peu comme un animal bizarre. Bon, c'était une bouteille quand même qui coûtait, alors on est loin des prix pharaoniques d'aujourd'hui, mais qui coûtait quand même entre 150 et 200 euros. Elle prenait la poussière, très honnêtement, dans le magasin. Aujourd'hui, on s'arrache ces bouteilles à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà comment l'histoire est ainsi faite. Et puis finalement, donc Karuizawa est dévoilé au reste du monde, mais rien n'y fait. La distillerie restera fermée et même rasée en 2016. Le terrain est revenu la propriété de la commune, donc qui a construit des bâtiments administratifs. Voilà donc comment naît une légende, comment elle se pérennise, parce qu'aujourd'hui on a compris que Karuizawa, notamment dans les années 70-80, faisait des whisky, les fûts qu'on a trouvés ont révélé des trésors, et c'est là qu'on voit aussi d'ailleurs l'importance du fût de sherry. On va aller sur une période, sur l'embouteillage dont je vais vous parler, on est sur la période finale de Karuizawa, c'est-à-dire qu'on est sur les 2 dernières années. Là aussi, c'est un batch comme un new, c'est-à-dire une micro-cuvée. Alors, micro-cuvée, on parle quand même de quelques milliers de bouteilles. Je crois qu'on avait rassemblé pas loin de 70 fûts, un peu plus. Et on est sur les 2 dernières années, 1999-2000, avec une étiquette assez originale d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut bien se rendre compte parce qu'elle est en fait imprimée, on appelle ça les stencils en jargon, et c'est embouteillé à 50 degrés 5 et c'est réduit donc, c'est pas un bout de fût. Et moi je trouve que là aussi on a toute la quintessence de Karuizawa. On n'est pas sur les grosses concentrations que peuvent proposer
certains single casks, certains fûts uniques de la distillerie, mais on est vraiment sur là encore, le typique Karuizawa, le côté animal, le fruit aussi, hein, attention, hein, la puissance et le côté un peu sauvage n'excluent pas comment dire, une certaine finesse. Hein. Moi, j'aime beaucoup cet embouteillage-là. Et c'est vraiment dommage quand on goûte cela. On se dit, mais comment cette distillerie on a pu la laisser fermer, et comment on l'a détruite, et comment ses anciens propriétaires ne l'ont pas portée à la lumière de meilleure façon. Alors aujourd'hui, Karuizawa va renaître, mais attention, on parle de ni plus ni moins 3 projets de distillerie sur le site. Alors pas sur le site même, hein, de l'ancienne distillerie, mais aux alentours. Il y en a qui est assez sérieux, qui est avancé, mais voilà, on va faire renaître le nom. Je ne sais pas si ça sera aussi légendaire que le Karuizawa de 1956, mais à suivre. Donc, j'espère que vous apprécierez cet embouteillage. Je vous ai parlé du passé, qui quelque part va renaître sous d'autres formes. La dernière bouteille que je vais vous présenter, on est bel et bien sur le présent, avec Yoichi. Alors le présent est aussi une histoire très riche et très symbolique au sein du whisky nippon. Yoichi, alors ici Yoichi 20 ans, superbe embouteillage, j'adore vraiment cet embouteillage qui d'ailleurs faisait partie de la gamme des 10, 12, 15 et donc 20 ans, et c'était le seul qui était embouteillé à 52 degrés. Toutes les autres bouteilles étaient à 45. D'ailleurs là aussi ça faisait un peu peur le degré, mais en fait ici la puissance de l'alcool met en avant toutes les qualités de ce whisky, sur ce côté gras, sur cette tourbe, ce côté huileux, ce côté épicé. C'est vraiment Yoichi dans toute sa splendeur. Alors Yoichi, c'est la première distillerie de la maison Nikka, hein. Elle a été fondée en 1934 par le père de whisky japonais, hein, Masataka Taketsuru, et qui a auparavant travaillé dans l'autre grande maison chez Suntory qui s'appelait alors Kotobukiya. Et puis en fait, il a donc cofondé, on peut dire, la première distillerie de whisky japonais en 1923 avec Yamazaki. Et puis finalement, des divergences d'opinion dans la conception du whisky avec le propriétaire de Suntory, Shinjiro Tori, ont fait que Taketsuru est parti en 1934, hein, il avait un contrat de 10 ans, à l'issue du contrat, il est parti, et il est parti fonder sa distillerie, alors non pas dans l'île principale de Honshu, hein, et à côté des grands centres urbains comme Yamazaki, à côté des grands centres urbains comme Osaka par exemple, mais à Hokkaido, dans l'extrême nord. Alors, Hokkaido c'est un peu, c'est le fin fond du monde, hein, quand vous êtes au Japon. Il fait très froid, il fait très humide, mais pour Taketsuru, c'était là les conditions optimales pour avoir un bon whisky. C'est quand même quelqu'un qui s'est formé en Écosse, qui a visité les distilleries de toutes les régions d'Écosse, le Speyside, les Highlands, Islay, Campbelltown également, et donc qui s'est fait une synthèse de ce qu'il voulait obtenir, de ce qu'il voulait fabriquer au Japon. Et pour lui, Hokkaido lui rappelait les Highlands, ni plus ni moins. Tant en termes de paysage, tant en termes de température, d'humidité. Et pour lui, c'était les conditions réunies. Et puis on avait de la tourbe aussi. Alors, quand Taketsuru a visité l'Écosse, la plupart des whiskies en Écosse étaient plus ou moins tourbés. Hein. Il n'y avait pas que Islay. C'était quelque chose, la tourbe, c'était déjà d'une part, c'était le combustible principal, donc on séchait l'orge avec la tourbe, mais ça donnait, on va dire, un peu les épices sur la préparation du whisky. Hein. Ça relevait le plat, si je puis dire. Et Taketsuru, donc, va reproduire un whisky un peu à l'écossaise. D'ailleurs, c'est ça qui était un peu qu'il a heurté avec Shinjiro Tori. Tori voulait, lui, un whisky japonais pour le goût japonais, et Taketsuru voulait un whisky japonais, mais avec un peu l'âme écossaise. Donc, et souvent, on compare le Yoichi, d'ailleurs, au style des Highlands. Et il construit sa distillerie à Hokkaido, sur la ville du même nom, Yoichi. On n'est pas très loin de la mer, on est à 1 km de la mer. Et là, il va conserver, là, on est bien dans l'esprit nippon, c'est je vais garder la tradition, je consens la modernité, mais tout en conservant des choses qu'on doit absolument garder dans la tradition. Et Yoichi, par exemple, aujourd'hui encore, est la seule distillerie au Japon, et elles sont bien rares dans le monde, à fonctionner, où la chauffe des alambics, pardon, est faite
à flamme et alimenté par du charbon. Alors, vous me direz, aujourd'hui, tout ça, c'est pas très écologique dans l'air du temps. Eh bien, figurez-vous que pour préserver ce processus qui est effectivement très polluant, Nika a investi une somme colossale dans le traitement, dans la filtration de cette pollution. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais avec cette somme, on pouvait tout simplement construire une nouvelle distillerie. Eh bien, les gens de Nika ont dit non, on va garder Yoichi, c'est le testament de Taketsuru, il ne voulait pas qu'on y touche, on n'y touche pas. Et donc aujourd'hui encore, on fait du whisky comme Taketsuru le faisait il y a maintenant près de 80 ans, plus de 80 ans, pardon même. Donc, chauffe des alambics à flamme directe, des alambics dont la forme rappelle ceux de la distillerie Longmont en Écosse, qui a été la première distillerie à accueillir Taketsuru pour faire ses classes, si je puis dire. Donc là encore un petit clin d'œil. Et on est vraiment sur la distillerie qui va produire un whisky assez corpulent. Alors au début, il n'y avait qu'un seul alambic, au début de la création, c'est-à-dire qu'il faisait la deuxième repasse, la deuxième distillation dans le même alambic. Aujourd'hui, la distillerie compte 6 alambics. Et on est sur un whisky, un distillat qui va être assez lourd, assez huileux, assez épais, tourbé, mais pas toujours. On va faire différents profils de tourbe. Et c'est une distillerie qui va marcher. Les débuts vont être très laborieux, mais finalement, Taketsuru va bien réussir son pari, à tel point qu'en 69, il ouvrira une deuxième distillerie, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que vous apprécierez ces whiskies et que je ne vous ai pas trop ennuyé avec cette histoire, mais pour moi, la légende, elle mérite d'être racontée. Voilà, au revoir.